Le travail, la vie, les choix, les virages. Et si tout ça n'était qu'une question de regard ? Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à orane.coaching@gmail.com. Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2. Ça me fait trop plaisir, nouvelle année, nouvelle saison et nouveaux invités. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laura, comment tu vas ? Très bien, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Alors aujourd'hui du coup tu vas inaugurer cette saison 2 d'Effet d'optique, je suis trop contente parce que ça va être des nouvelles thématiques. Et aujourd'hui on va parler d'une thématique en particulier, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais savoir qui est Laura. C'est une vaste question, ça. Exactement. Dans son entièreté. Exactement. Je pense que si je devais me décrire, je dirais, ou en tout cas j'espère être quelqu'un de solaire. Ouais. Je pense que je suis plutôt de bonne humeur. Je suis la copine aussi qui est toujours à l'écoute. On vient toujours me voir pour mes conseils. Alors je sais pas si c'est des bons conseils, mais en tout cas... Bon, en tout cas, si on vient te voir, c'est qu'il y a une raison, quoi. J'imagine que ça doit être des bons conseils. Je dirais aussi que je suis plutôt douce. Ouais. Et je pense que ça me caractérise bien. Je prends vraiment soin des gens que j'aime. Trop chouette. Et voilà. Et puis peut-être pour terminer, si tu me cherches un jour, je suis dans mon canapé avec un gros livre et une tisane. J'adore. Ouais, c'est tellement mon mood aussi. C'est team casanière ou pas ? Ouais, team casanière et mood automnal toute l'année. Ouais, je comprends. Voilà, il n'y a pas d'été chez moi. Ouais, je comprends largement. Surtout à Bruxelles, en fait, c'est un mood qui correspond parfaitement. Exact. Tu vois, le mood automnal, le mood cocooning. J'adore. Totalement. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle finalement et quelles sont tes passions ? Parce qu'on n'est pas défini que par une vie professionnelle, soyons clairs. Alors moi je suis naturopathe depuis 1 an maintenant, je me suis reconvertie. Avant ça j'étais consultante en affaires européennes. Ouais. Et mes passions, alors ma grande passion dans la vie, l'amour de ma vie, c'est la lecture. Je fais que lire, il y a même des photos de moi à 1 an. Alors je sais pas si à 1 an on parle ou on marche, ou j'en ai aucune idée. Tu lis toi. En tout cas, moi je lisais. J'adore. Donc la lecture. Je suis aussi passionnée par la psychologie humaine. Trop chouette. Comprendre les gens en profondeur. Ouais, après j'aime bien faire de la psychologie de comptoir, donc c'est pas ouf. Pareil, mais... c'est pour ça que j'ai un podcast. Voilà. Mais vraiment, la psychologie de comptoir. Bah voilà, on pourrait l'appeler comme ça peut-être. De ouf. Et ouais, psychologie humaine, comprendre les gens. Et alors tout ce qui est pas très scientifique, style l'astrologie, la numérologie, tout ça, moi j'adore. Ça me passionne. Bah exactement. Et il en faut d'ailleurs, parce que bon, totalement. ça c'est des trucs qui sont beaucoup critiqués aussi, mais chacun trouve un peu du bon dans les choses qui sont pas forcément scientifiques. Ouais. Je pense que c'est un peu une combinaison des deux, donc c'est chouette. Trop bien. Bah écoute, tu es une personne accomplie, hein, on peut le dire. Merci. Mais justement, on a discuté avant de se rencontrer pendant le podcast, on a discuté un peu et tu m'as parlé de ton parcours de vie et de ton parcours professionnel avant d'en arriver là, avant d'être naturopathe, avant d'être la personne que tu es aujourd'hui et qui se présente devant moi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, justement, nous le décrire ? Ouais. Alors du coup, comme j'ai fait avec toi, je pense que je vais commencer dans l'enfance, parce que pour moi, c'est là que tout a pris racine. J'étais l'enfant parfaite. J'étais la petite fille modèle qui plaisait toujours à ses parents, aux profs, qui faisait toujours tout dans les règles pour finalement être bien vue. Ça fonctionnait, ça fonctionnait très très bien. Mais en fait, le problème, c'est que ça m'a totalement empêchée de développer une personnalité. Je faisais des choix en fonction de ce qui serait bien vu et pas en fonction de ce que je voulais. Et donc en fait, finalement, j'ai vécu une enfance et une adolescence sans même savoir ce que je voulais, sans même savoir qui j'étais. Ouais. Et ça a été loin parce que du coup, j'ai aussi choisi des études sur base du prestige et pas sur base de réellement ce que je voulais faire. Et c'était un moment, du coup, pendant mes études où je me suis sentie vraiment pas du tout à ma place parce que
je voyais tous ces gens passionnés autour de moi et je me demandais si c'était normal que moi j'en avais absolument rien à faire, au contraire de tout le monde apparemment, et je me forçais, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts sur le sujet. Alors moi j'ai étudié le droit, les relations internationales et les affaires européennes. Je tiens à dire, j'ai eu un diplôme pour chacun. C'est ouf, c'est un gros parcours quoi. Mais donc du coup je me forçais à lire des livres et écouter des podcasts sur les relations internationales, sur ce qui se passait dans le monde, etc. Alors que, même si c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, c'est pas un sujet passion pour moi, quoi. Donc je me sentais vraiment pas du tout à ma place. Mais j'ai persévéré, j'ai eu mes diplômes, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans les affaires européennes. Et au début, j'aimais beaucoup parce que j'avais enfin l'indépendance financière, etc. Et puis ça faisait très shoot aussi, voilà, petit bureau, t'es bien habillé, tout ça. Ouais, c'est un peu l'image, comme on disait, l'image que tu te faisais de ce travail-là plutôt que de le vivre réellement, quoi. Exactement, c'était totalement l'image. Et comme j'étais jeune, ça me convenait, quoi. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à travailler. Du coup, après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans là. Et en fait, au fur et à mesure, je dirais après 1 an, les questions ont commencé à arriver. Je me suis dit que ce que je faisais n'avait pas de sens. Je trouvais vraiment aucun sens dans mon travail. C'était, comme on en a parlé, un peu un bullshit job. On crée des problèmes et après on doit chercher une solution au problème qu'on vient de créer nous-mêmes. C'est tellement ça, putain, heureusement, il y a vraiment des jobs utiles, mais il y a vraiment des jobs comme ça où il faut se poser des questions, quoi. C'est clair. C'est vraiment conçu pour comment dire, maintenir le capitalisme en marche, quoi. Ce que j'allais dire, c'est pour maintenir une économie finalement sur base de rien. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Tout à fait. Et donc j'avais un gros manque de sens et en fait petit à petit, plus j'avais de responsabilités, moins je voulais en faire parce que justement, comme il n'y avait pas de sens, ça m'énervait plus qu'autre chose, quoi. Et j'en suis arrivée à peu près 8 mois plus tard, finalement, à être absolument épuisée. J'avais été en vacances pendant 10 jours, je suis revenue et au 4e jour, c'est pas hyper glamour, mais j'ai vomi au travail. Tellement littéralement, je vomissais mon travail. J'ai été chez le médecin. C'est ouf quand même. D'en arriver là, c'est que vraiment, c'est un truc de fou. Mais à ce moment-là, je me disais pas, j'ai été chez le médecin le lendemain en lui disant juste, je suis un petit peu fatiguée, je voudrais juste 1 semaine de repos. Et je me sentais honteuse de demander ça parce que je me disais, je suis même pas malade. Tu te sentais pas physiquement malade au début, enfin t'étais juste en mode j'ai un coup de fatigue. C'est ça. Et mon médecin heureusement était beaucoup plus lucide que moi. Elle m'a dit non mais là tu es en burn-out en fait. C'est pas juste, tu n'as pas besoin d'1 semaine de repos, tu as besoin de 2 mois minimum de repos. Et ah oui, je voulais pas l'écouter, je me suis limite battue avec elle, verbalement bien sûr, mais en lui disant non, franchement j'ai trop de travail, je peux pas prendre 2 mois là, j'ai besoin juste d'1 semaine. Et puis bon, on a tranché sur 3 semaines. Et en effet, c'était les 3 semaines pour me rendre compte que je peux plus faire ça. Je ne peux plus retourner au bureau. Et tu t'en es rendu compte pendant les 3 semaines que t'étais en repos, entre guillemets, ou tu t'en es rendu compte quand la médecin te l'a dit? Enfin, comment tu t'en es rendu compte vraiment que là, c'était le moment de basculement? Non, je m'en suis rendu compte pendant les 3 semaines. En fait, elle m'a mis 2 semaines d'abord, et puis elle m'a dit on se revoit après les 2 semaines. Et en fait, quand je suis retournée la voir, je lui ai dit je me sens physiquement incapable d'aller au travail lundi, c'est pas possible. Donc c'est comme ça qu'on a fini par prolonger. Finalement, d'ailleurs, on a fait 2 mois exactement ce qu'elle. Ah ouais. Les 3 semaines, c'était juste un début, mais c'est pendant ces 3 semaines que je m'en suis rendu compte. Ah, tu t'en es rendu compte comme ça, Et t'avais quoi d'autre, par curiosité, comme symptômes? Donc, tu m'avais dit que t'étais arrivée au travail et t'avais vomi. T'avais quoi d'autre? La fatigue? Fatigue tellement intense, et puis surtout qui ne part pas avec le sommeil, en fait. Je faisais des nuits énormes, je dormais 10 heures, et je me réveillais, j'étais encore plus fatiguée que quand j'ai été me coucher. Putain. Impossible de sortir du lit. Combien de fois je voulais pas aller au bureau et en fait j'ai fini par devoir faire du télétravail parce que t'étais incapable de sortir du lit, quoi. Exact, c'était pas possible. D'ailleurs j'avais mon ordinateur à côté de mon lit et le matin donc quoi d'autre comme symptômes? Alors je m'alimentais plus. J'avais jamais faim. J'arrivais pas à manger tellement j'avais une boule au ventre constante, le stress. Mais tu te sentais stressée? Mon taux de stress explosait le plafond. Vraiment, et tu ressentais ça comment dans ton corps, par exemple?
Tu t'en souviens peut-être plus. Non, en fait, moi j'ai un peu du mal quand on me demande comment je le ressentais dans mon corps. Je suis pas T'es plus mentale que corporelle, voilà, ok, exactement. je comprends. Je suis très mentale, c'est juste que moi le stress, ce qui me fait dans ma vie de manière générale, c'est que ça me frise. Ouais. Je n'arrive à rien faire. Ouais. Quoi. C'était ouf. J'avais très peur aussi d'aller au travail, tout simplement. Après, bon, ça c'est lié plus au burn-out qu'à la fatigue. Oui, bien sûr, ouais. Et voilà, charge mentale de malade, surcharge émotionnelle aussi, je faisais que pleurer. Voilà. Oh purée, et alors du coup après comment ça s'est passé Donc t'as fait tes 2 mois, où là tu t'es mise en off, et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ouais, alors malheureusement je me suis pas vraiment mise en off, parce que je pense que ça c'est typique des gens qui font un burn-out, on n'arrive pas à s'arrêter. Ouais. Donc même si je travaillais pas en tant que tel, mon cerveau il fonctionnait vraiment. Je me demandais ce que j'allais faire, et donc j'avais commencé à avoir ce projet de naturo. Mais du coup, j'étais déjà dans mes calculs de OK, comment est-ce que je vais me former, quand, où, quand est-ce que je vais me lancer, comment je vais me lancer. Je faisais déjà des recherches pour tout ce qui était entrepreneuriat et tout. Purée. Donc, j'ai mis ces 2 mois à profit. Ouais. Mais en vrai, j'aurais dû me reposer. Ouais. Mais après ça, ce qui était cool, c'est qu'en fait, j'avais ma décision claire et nette. Je partais et je savais ce que j'allais faire par la suite. Et donc, ça m'a permis de faire mon mois de préavis, parce que comme j'avais travaillé depuis 2 ans, j'avais pas un très long préavis. Je suis revenue, du coup, c'était le mois d'août pour faire mon mois de préavis, et je l'ai fait sereinement, parce que de toute façon, je savais que j'étais juste là pour le dernier mois, et puis je partais. Et je savais ce que j'allais faire, et donc c'était même très excitant ce mois de préavis. Tu m'étonnes. Et quoi, donc quand t'as fait ton préavis, tu savais déjà que tu voulais être naturopathe? Ouais. Ok. En fait, ça, je l'avais déjà depuis un long moment en tête. Déjà, quand je travaillais, avant même que tous ces problèmes commencent. Mais je me disais, OK, il n'y a plus de sens dans mon travail. Il faut que... J'ai envie de travailler finalement dans quelque chose qui a du sens pour moi. Et pourquoi la naturopathie? J'étais déjà suivie par une naturopathe. Okay. Et moi, ce qui m'intéressait dans le domaine, c'est vraiment le fait que c'est un domaine holistique finalement. Ouais. Et c'est vraiment, ça prend la personne dans son ensemble. Et je pense que tout est, enfin c'est même pas je pense, c'est tout est lié dans le corps. Ouais, bien sûr. Et c'est grâce à la naturopathie que j'ai pu travailler sur tout ce qui était physique, avec voilà l'alimentation, combler les carences, etc. Mais aussi sur le mental et sur l'émotionnel, quoi. Okay. Et je me disais, pour moi, ça a du sens. Okay. De revenir à soi finalement, mais à soi genre complètement, quoi. Bien sûr, ouais, non mais complètement. T'as trouvé plus de sens en faisant ça, quelque chose d'holistique, quelque chose qui permet de comprendre son corps, son alimentation, son cerveau aussi, hein, d'une certaine manière, plutôt que d'être derrière un bureau finalement à faire des tâches où tu voyais pas vraiment l'intérêt, quoi. C'est ça? Tout à fait. Ouais, je comprends. Totalement. Et du coup, donc avant de revenir un petit peu sur ce que c'est la naturopathie, parce que moi aussi ça m'intéresse, on en a un peu parlé, mais voilà, pour que t'expliques bien aussi après en quoi ça consiste. Juste avant de passer par là, comment t'as fait les démarches pour du coup devenir naturopathe? Quel a été ton parcours en fait là professionnel, qui est finalement une transition professionnelle? Comment ça s'est fait chez toi? Alors, premièrement, j'ai cherché une formation. Ouais. Et le problème avec la naturopathie, c'est que comme c'est pas reconnu, il y a des formations dans tous les sens. Ouais, c'est chiant ça. Ouais, il y a des formations... C'est comme le coaching, c'est pareil. Ah bah j'imagine, ouais, en effet. Il y a des formations très courtes et peu chères, mais bon, du coup, tu peux te douter de la qualité et de la suffisance des connaissances. C'est clair. Et il y a des formations qui durent des années et extrêmement chères. Ouais. Et là, c'est pas accessible, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'était pas. Et donc, il fallait que je trouve un juste milieu. Et donc, j'ai décidé de contacter justement ma naturopathe. On a été boire un café et elle m'a dit... Bah, je lance mon école, justement. Trop chouette. Et là, je me suis dit, ok, j'ai pas hésité. C'est le moment où jamais je saute sur l'opportunité. J'ai pris, j'étais la toute première étudiante de l'école qu'elle a créée. Donc, ça, c'était au mois de juin. Et puis, finalement, elle a commencé en septembre, la formation. Je l'ai pas encore terminée pour le moment. Donc je suis à la fin, mais du coup c'est vraiment une formation hyper complète, quoi. Et ensuite, en arrivant justement vers la fin et en ayant déjà les connaissances sur tout ce qui est fatigue hormonale, tout ça s'est passé, ben je me suis dit ok, moi j'ai envie de lancer finalement ma propre activité. C'est chouette. Ouais, c'est chouette, mais c'est super, ça fait peur. Ah bah bien sûr, ça fait peur, mais ça fait peur de ouf. Là t'en es où du coup? Là t'as encore des étapes de ta formation à faire dans tous les cas de ce que tu m'avais dit. Ouais, de toute façon pour être. C'est ça, parce que de toute façon il y a j'imagine qu'il y a plein de branches dans la naturopathie, donc de toute façon c'est comme si c'était un apprentissage continu. C'est un peu comme le coaching, genre moi j'ai fini ma formation de coaching, mais t'as toujours 1 milliard de formations à rajouter en plus si tu veux te perfectionner dans tel ou tel domaine, etc. Donc ok. Et donc là, juste avant de venir sur la naturopathie exactement,
exactement. Donc là, tu lances ton cabinet quand exactement du coup ? Alors, ce sera pas un cabinet. Ouais. Moi, je veux vraiment travailler en ligne. Ouais, ok. Parce que j'ai pas envie d'être fixe finalement géographiquement. Mais je lance un programme en fait. Voilà, c'est ça. Parce que pendant 2 ans justement, j'ai recherché sur la fatigue, je me suis formée finalement, j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai échoué aussi, j'ai recommencé tout ça. J'ai vraiment creusé le sujet et en fait au bout de 2 ans, je me suis dit je vais juste condenser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai testé en un programme finalement qui sera hyper complet, qui travaillera autant sur le physique que sur le mental, que sur l'émotionnel. Trop chouette. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment un programme qui sera fondé vraiment sur les piliers de la fatigue, quoi. Le système nerveux, le système hormonal, l'alimentation, la nutrition, les carences aussi, les carences micronutritionnelles, la thyroïde, parce que chef d'orchestre du corps. Carrément. Le rôle des perturbateurs endocriniens, le psycho-émotionnel, le sommeil aussi. Ouais, c'est hyper complet en fait. Ouais. Le sport, tout ça. Ok, trop bien. J'avais vraiment envie d'un programme qui travaille sur tous les aspects de la fatigue parce que tu peux pas juste te concentrer sur un aspect et te dire que c'est terminé. Le corps est un tout. Exactement. Et si tu travailles pas sur toute ton hygiène de vie, il manquera quelque chose, quoi. Incroyable. Et ça sort quand du coup ? Alors, je vais d'abord faire une masterclass quand même pour en parler. Ça, ce sera le 7 janvier. Trop bien. On va mettre ça. Ouais, on va mettre ça pile en description. Comme ça, vous avez les infos. Trop Exactement. Bien. Et puis la version test du programme, donc la toute première version sortira le 12 janvier. Trop cool. Oui, j'ai trop chouette. En tout cas, c'est un beau parcours. Franchement, merci déjà d'avoir partagé ton parcours. C'est trop chouette. Et c'est jamais facile dans les transitions professionnelles de quand tu réfléchis de là où t'étais jusqu'à maintenant, t'as l'impression qu'il s'est passé des années, des milliards de choses. Donc c'est trop cool. Donc déjà, félicitations pour ça. Et maintenant, j'aimerais savoir un peu plus ce que c'est la naturopathie du coup. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Alors la naturopathie, déjà, il faut savoir qu'un naturopathe, c'est avant tout un éducateur de santé. Ok. Vraiment, le but d'un naturopathe, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de l'hygiène de vie sur leur santé globale. Okay. C'est aussi notre rôle de trouver les causes des déséquilibres, en fait, de creuser les causes des déséquilibres ressentis par les gens. Donc voilà, c'est vraiment de la prévention de base, la naturopathie. Et le but d'un naturopathe, c'est d'aider les gens à retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel, grâce à une approche naturelle et non invasive. Ok, trop chouette. Ok, attends, donc du coup, par exemple, moi, si demain alors, pour quelle raison, moi, demain, j'irai voir un naturopathe ? Parce que, que je comprenne et tout, même surtout pour les auditeurs, en vrai. Ouais. En fait, c'est si tu as des soucis chroniques. Ok. C'est-à-dire que si juste une fois, prenons la digestion, je pense que tout le monde a déjà eu des troubles digestifs une fois dans sa vie. Si une fois, après un repas, tu as une indigestion, il y a quelque chose qui va pas, tu te sens pas bien, tu vas chez le médecin, il va te donner un médicament et tu te sentiras mieux. C'est terminé. Voilà, c'était un épisode, on a tous déjà eu une indigestion. Par contre, si tu as c'est quelque chose de chronique. Tu as toujours le même problème qui revient en mangeant peut-être toujours les mêmes aliments ou bien juste tu digères pas à chaque fois le même aliment quand c'est chronique. Là, en fait, le médecin, il a une solution immédiate. Mais c'est vrai que malheureusement, comme ils sont un peu limités dans le temps, dans les consultations, ils creusent pas forcément pour voir la cause. Donc c'est là qu'on va voir un naturopathe. Après, du coup, la différence aussi avec la naturopathie et la médecine, c'est que comme le naturopathe va travailler sur les causes de tes déséquilibres, ça va pas être immédiat. Tu vas pas sortir de la consultation en allant mieux. Oui, c'est ça. Il va vraiment falloir mettre en place des changements d'hygiène de vie. Ok, trop chouette quoi. C'est trop cool. En fait, je connais pas trop, donc aussi ça m'intéresse à titre personnel d'en savoir plus là-dessus. C'est trop cool. C'est hyper complémentaire en fait. Avec c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment. C'est ça. Donc, tu m'as parlé aussi de fatigue chronique. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu t'es spécialisée toi spécifiquement dans ce domaine-là, entre guillemets? Même si tu m'as dit que c'était un tout, mais de ce que je comprends dans ce domaine-là. Deux choses. Déjà, je connais personnellement très bien la fatigue chronique. On est amis depuis 10 ans. Comment ça se fait ? Comment ça s'est matérialisé chez toi ? En fait, à l'adolescence, tu sais, comme je te disais, j'étais la fille parfaite. Du coup, je me donnais tellement à fond dans mes études. Je faisais que ça. Je bossais énormément. J'étais pas forcément bien entourée non plus. Parce que à l'adolescence, t'es pas forcément
ami avec des gens qui te correspondent, ce qui est d'un côté normal. Oui, tu te cherches à cet âge-là, etc. Ouais, c'est normal. Tu te cherches beaucoup. Et en fait, comme j'avais aussi tout cet émotionnel, j'avais beaucoup d'émotions refoulées, je m'exprimais pas vraiment par rapport à tout ça, ça prend de l'énergie. J'étais aussi clairement sous-alimentée. Alors, je dis pas que mes parents ne me donnaient pas à manger. C'est vrai. Non, mais dans le sens... Oui, non, mais bien sûr. Je mangeais pas suffisamment de nutriments finalement. Bien sûr, mais comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qui s'en rendent pas compte. Bien sûr, oui, on s'en rend pas compte. La sous-nutrition, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Donc je mangeais pas assez et voilà, j'étais pas nourrie non plus au niveau mental quoi. Ouais. Et donc tu te sentais quoi en fait? Ça consiste en quoi la fatigue chronique, genre que tu te sentais tout le temps fatiguée en fait? Ouais, c'est la fatigue, le stress, et aussi tu gères beaucoup moins bien finalement. T'as pas l'énergie de gérer ce stress, de gérer cette fatigue, de gérer la charge mentale qui va avec. Ouais. Donc baisse d'un système immunitaire finalement physique et mental en fait, c'est ça. C'est quoi du coup les premiers signes pour toi d'une fatigue chronique? Comment on sait qu'on est en fatigue chronique en fait? La fatigue chronique, elle se distingue de la fatigue normale par le fait que le repos ne suffit pas. Ouais, non, en fait, le repos ne te permet pas de sortir de la fatigue. C'est-à-dire que si un jour tu passes une mauvaise nuit, le lendemain tu vas être fatigué, c'est normal. Mais après la nuit suivante tu vas bien dormir, c'est terminé. Ça c'est une fatigue totalement normale, c'est le corps humain, on est tous carrément, sujets à la fatigue. Par contre la fatigue chronique, tu vas bien dormir, tu vas passer une bonne nuit, mais ça ne va jamais suffire en fait. Le repos ne te permet pas de sortir de la fatigue et elle est aussi caractérisée par le fait qu'elle dure plus de 6 mois. Ah oui. Quand ça fait 6 mois que t'es fatigué, que malgré le repos, tu n'en sors pas, ouais. C'est de la fatigue. C'est la fatigue chronique. Putain, mais c'est ouf parce que moi, je sais pas. Donc, du coup, est-ce que t'as eu ça pendant ton burn-out? Parce que moi, quand j'ai fait un pré-burn-out, donc j'ai pas fait un vrai burn-out, j'ai fait un épuisement avant d'être licenciée à l'époque, donc ça m'a bien arrangé d'être licenciée. Et en fait, j'avais vraiment des symptômes, j'imagine, de fatigue chronique. Alors, je sais pas si ça faisait 6 mois. Honnêtement, faudrait que je fasse le calcul. Mais en fait, je me sentais, tout le temps fatiguée. Et à chaque fois que je dormais, en fait, ça ne résolvait pas le problème. Et donc du coup en fait j'avais le sentiment qu'il fallait tout le temps que je dorme plus, alors qu'en fait ça changeait rien. Et donc du coup ça créait du stress et du coup de l'anxiété et du coup le soir en fait ça m'empêchait en plus de dormir, donc c'était contre-productif à mort. Mais du coup je me demande si c'était pas de la fatigue chronique, et ma question par rapport à ça c'est: est-ce que du coup un burn-out peut donner de la fatigue chronique? Ah totalement. Si t'es en burn-out, t'es en fatigue chronique. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. C'est sûr. C'est ouf. Et donc toi, t'as ressenti ces symptômes-là aussi quand t'étais dans ton burn-out? En fait, moi, la fatigue chronique, je l'ai depuis l'adolescence. Ouais, donc t'as toujours eu ça. Ouais, ça a été la suite, quoi. Le burn-out, ça m'a juste achevé. Et maintenant, comment ça va avec ta fatigue chronique, justement? Comment tu te sens? Ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est pas parfait. Honnêtement, c'est vraiment pas parfait. Je sens que quand je dévie un petit peu, que je mange pas suffisamment bien ou pas suffisamment, ou bien que mon sommeil est complètement perturbé, tout ça, je ressens une fatigue quand même plus intense qu'une fatigue normale. Mais ça va mieux parce que maintenant j'ai les outils, justement. C'est ça. Et qu'est-ce que t'as aidé justement, j'imagine que toute la naturopathie de manière générale t'a aidé, mais quelles ont été pour toi les clés principales qui t'ont aidé à sortir de la fatigue chronique? Oui, alors en effet, au niveau physique par exemple, c'était commencer à mieux m'alimenter, sortir de mes carences, ça c'était sûr, prendre soin de ma thyroïde, qui n'allait vraiment pas bien. Donc t'avais un problème de thyroïde en plus lié. J'avais un problème de thyroïde, maintenant ça va beaucoup mieux. Putain, mais ça c'est un truc qu'on sous-estime trop aussi, la thyroïde, alors que ça peut provoquer. Mais oui, exactement. Justement, tu peux expliquer ce que c'est, parce que moi je sais à peu près, parce que ma mère et certaines personnes de ma famille ont eu des soucis de thyroïde, mais moi-même je sais pas exactement ce que c'est, tu vois. La thyroïde, en fait, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre organisme. C'est un tout petit organe, à peu près de 3-4 cm de long, qui se situe ici dans la gorge. Et en fait, c'est l'organe qui régule notre métabolisme, notre température, qui régule plein de choses dans notre corps finalement. Et c'est grâce à lui qu'on fonctionne. Tout court. Et il y a beaucoup de gens qui sont en hypothyroïdie, c'est-à-dire que leur thyroïde fonctionne au ralenti pour plein de raisons. On n'a pas tous la même raison de l'hypothyroïdie. Et donc en fait, ça donne notamment de la fatigue chronique. Donc voilà, la thyroïde, c'est un organe clairement sous-estimé, et il y a beaucoup de personnes
aussi en hypothyroïdie fonctionnelle, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème au niveau de l'organe en tant que tel, mais qui, par exemple, sur une petite période de temps, avec par exemple beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale, leur thyroïde va fonctionner en sous-régime. Ouais. Et finalement, si on ne sait pas qu'on doit prendre soin de cet organe... En fait, c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, si t'es stressé, ça veut dire que donc tu baisses ton système immunitaire, tu baisses aussi le régime de ta thyroïde, tu baisses ton organisme en fait de manière globale, et donc ça va te créer de la fatigue qui va aussi accentuer le stress. Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est ouf, quoi. Et c'est pour ça que si tu prends pas les choses en main, ça va pas se régler magiquement. C'est pas un jour tu vas te réveiller, c'est bon, je suis plus fatiguée. Non, si tu prends pas les choses en main, ça va juste s'empirer finalement. C'est ça, et en plus ça peut avoir un énorme impact du coup sur ta vie professionnelle parce que déjà rien que le fait que le burn-out ça puisse provoquer ce genre de de déséquilibre dans l'organisme, que ça puisse créer de la fatigue chronique, tu vois, déjà ça c'est ouf que tu dises que rien que le fait de travailler puisse te donner une mauvaise santé en fait. Je trouve ça dingue, mais bon, mais c'est clair quoi. Putain, c'est hyper intéressant. Mais c'est aussi d'où l'importance d'agir à tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Parce que comme c'est un cercle vicieux, tout s'alimente finalement. Oui, c'est ça. Donc il faut. Oui, ok. Donc c'est genre le psychologique, le physique, tous les. Ouais. Putain, c'est fou. Ouais, moi aussi j'ai des trucs à faire là-dessus. J'ai une solution toute prête. Mais c'est ça en fait que j'allais te dire, c'est que du coup toi tu travailles vraiment d'un point de vue holistique, donc en fait ce que tu vas mettre en avant notamment dans ton programme, c'est des choses qui vont se mettre en place de tous les côtés pour réguler tout ça. Exact. En fait. Donc ça répond un peu à la question qu'on avait dit tout à l'heure sur un peu les préjugés de la fatigue chronique, parce que il y a des gens, moi j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en coaching par exemple et qui me disaient je suis fatiguée, et en fait elles revenaient à la séance suivante en me disant je suis fatiguée, à la séance suivante en disant je suis fatiguée, et là j'ai fait oula, ding ding, alerte, tu vois, genre red flag de faut pas coacher parce que c'est de la fatigue et que ça se règle autrement du coup. Ah oui. Okay. Ouais. Enfin du coup nous en tant que coach on peut pas coacher ça parce que parce qu'il peut y avoir un risque de problème par exemple à régler comme tu dis de manière plus holistique en fait, et donc en fait le coaching se base sur le fait que tu mettes en place des actions, donc que tu te responsabilises toi-même pour mettre en place des actions. Donc c'est fatigant. Donc tu vas pas rajouter de la fatigue en plus de la fatigue, tu vois ce que je veux dire. Je pensais que peut-être en parallèle alors d'un accompagnement. Ouais, en parallèle d'un accompagnement c'est possible, mais du coup c'est important à titre de ce que moi je suis certifiée par la Fédération internationale de coaching, à titre de coach, c'est important de se dire ok, est-ce que là, ce serait pas intéressant d'avoir un accompagnement en plus du coaching pour être sûr de pas épuiser la personne, parce que sinon c'est plus éthique, ça rentre plus dans le cadre éthique et tout ça. Et du coup c'est intéressant parce que j'avais une personne comme ça et je m'en étais pas rendu compte en fait que cette personne était en fatigue chronique. Et donc moi j'avais commencé à la coacher et tout, 1 fois, 2 fois, 3 fois et tout. Et un jour j'ai capté et je lui ai dit mais en fait en plus c'était mes débuts donc j'avais pas encore les réflexes et tout, et je lui ai dit mais en fait là je pense que vous êtes en fatigue chronique et que ce serait bien d'avoir d'autres types d'accompagnement que le coaching, parce que le coaching à force de vous mettre des actions etc ça peut vous épuiser. En fait c'est important du coup de pouvoir le détecter, c'est ça mon point, c'est important de pouvoir le détecter et donc de s'auto-détecter aussi de la fatigue chronique pour pouvoir aller voir les bons spécialistes. Et comment tu fais justement pour détecter, donc on a un peu parlé des symptômes tout à l'heure, mais pour détecter vraiment que ça y est, genre là il faut aller voir quelqu'un quoi, faut aller voir des spécialistes du domaine. Comment tu... je pense que c'est très simple. Si ça t'empêche de faire ce que tu veux dans ta vie, si tous les jours tu te dis que t'as pas l'énergie pour faire ceci, cela, si tu vis en pilote automatique, que tout ce que tu arrives à faire c'est à manger la vaisselle parce qu'il faut faire ça, en fait et qu'après tu t'endors sur le canapé, tu t'endors à 20h sur ton canapé et t'as du mal à te réveiller à 8h du matin alors que donc on est d'accord que ça c'est pas normal, parce que vraiment il y a des gens qui ont l'impression que c'est normal de s'endormir oui je rentre du taf, je suis crevée tous les soirs, je m'endors à 20h dans le canapé, mais on est d'accord que c'est pas normal du coup. Ok. Non c'est ça, c'est en fait la fatigue ça a été normalisé, mais on vit une épidémie de fatigués limite en fait. C'est ça en fait, mais c'est ouf. Je faisais des recherches
recherche il y a quelques jours et j'ai trouvé qu'en France, c'est toujours plus facile de trouver les chiffres en France qu'en Belgique. Hein. Mais en France, c'est les chiffres de 2024, 59% des gens se disent fatigués. C'est presque 2/3 de la population. C'est énorme. C'est devenu normal. Mais c'est justement, c'est ça aussi, c'était tout le sujet. Pourquoi je voulais en faire un épisode de podcast à la base, mais j'avais pas les clés, donc c'est hyper intéressant que tu me les donnes aujourd'hui, parce que je trouvais que ça avait aussi un lien avec notre société, hein, tu vois, genre la manière dont on doit travailler, faire un 38 heures, 39 heures, un temps plein, donc t'as pas le temps, tu rentres chez toi, t'as des courses à faire, t'as d'autres choses à faire, etc. Il y en a en plus qui ont des enfants, j'imagine pas le thé. Moi non plus, pour être honnête. Genre, vie de famille, plus ça, me dit, mais on a trop normalisé, en fait, le fait de finir ta journée en étant fatigué à cause de ce système qui est capitaliste, hein, très clairement, et qui te pousse à travailler, machin et tout. Enfin, je trouve ça vraiment lunaire. Exactement. Genre. On est dans un système, comme tu dis, qui nous crée de la fatigue et qui l'entretient, avec toutes les pressions, les deadlines, le fait qu'on court tout le temps partout. C'est clair. Mais on est quand même les seules personnes à pouvoir prendre les choses en main et à se responsabiliser soi-même et se dire, ok, en effet, je suis fatiguée, c'est pas ma faute. C'est vraiment, on vit dans un environnement fatigant, mais il y a des choses à mettre en place, il y a des possibilités, et en fait, tu es la seule et unique personne à pouvoir décider pour toi-même que tu veux en sortir. C'est clair, et c'est pour ça aussi que c'est important. Enfin, je fais le lien aussi avec le coaching professionnel, parce que c'est hyper lié, en fait, de choisir un métier qui est aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce qu'on est. Ouais. Et moi, franchement, depuis que j'ai fait ça, en fait, ça m'a enlevé toute cette fatigue que j'avais avant. Ouais, quand j'étais dans des métiers qui me convenaient pas, que je me réveillais le matin, que j'y allais la boule au ventre et tout ça, et que en fait, j'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, quand j'ai arrêté de me flageller clairement et je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, je change de voie, je fais des choses qui me ressemblent un peu plus. Maintenant que je fais ça, franchement, je m'écoute et je me sens beaucoup moins fatiguée. Je me sens quasiment plus jamais fatiguée. Et les gens trouvent ça dingue, mais moi, je dors 7 à 8 heures par nuit. Mais au-delà de ça, même si je dors moins, certaines nuits ça m'arrive, je me sens pas fatiguée parce que je me lève le matin et j'aime ce que je fais. Exact. Je kiffe et ça me donne une motivation, tu vois. Je me dis putain, c'est et d'ailleurs je le vois même sur ma santé physique, tu vois, je tombe beaucoup moins malade. Avant j'avais tout le temps des rhumes, des sinusites, des machins à répétition. C'est le corps qui parle. Hein. Le corps qui parle de ouf et ça m'arrive quasiment plus. Enfin, je veux dire, la dernière fois que j'ai été vraiment enrhumée, je crois que c'était il y a genre 6-7 mois, tu vois. C'était il y a hyper longtemps. Et maintenant, pareil, tu vois, donc là, j'ai repris... Pourtant, nous sommes en décembre. Et pourtant, nous sommes en décembre et j'aurais pu choper toutes les merdes qui passent, tu vois, parce que avant, c'était le cas. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, genre là, j'ai retrouvé un nouveau travail, donc j'ai signé pour un nouveau travail là tout récemment, et c'était important pour moi que ce nouveau travail, je négocie un 4/5e. Ouais. Parce que j'ai aussi des projets qui m'animent et qui me rendent en bonne santé, tu vois, justement, je le sais, je l'ai conscientisé, donc c'était hyper important pour moi de dire, ok, non, ça c'est un travail, peut-être que je vais l'apprécier, hein, et je pense que je vais l'apprécier, il n'y a aucun souci, mais par contre, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de mon énergie à mettre dans des choses qui m'animent vraiment à côté. Totalement. Et mais ça, pour ça, c'est la base. Ça joue aussi. Hein. Ah ouais. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui pensent pas que tout ce qui est mental, finalement, tout ce qui est environnement. Quand je dis environnement, c'est vraiment... Oui, c'est en tout. C'est tout. C'est ton travail, c'est les relations que tu entretiens avec les gens, c'est l'environnement littéralement dans lequel tu vis. Mais en effet, si tu es dans un environnement qui n'est pas aligné avec toi, qui ne te correspond pas, ça te prend de l'énergie. Et l'énergie, c'est la même énergie qui est produite par tes cellules. Hein. L'énergie ne tombe pas du ciel, c'est exactement la même. Exactement. Et ouais, être aligné, être apaisé dans ce que tu fais professionnellement ou pas professionnellement, ailleurs, bien sûr. Être aligné dans les relations que tu entretiens avec les gens. Mais ça change tout. Franchement, ça change tout. Moi, je me suis jamais sentie autant en forme depuis ça. Et c'était vraiment le point. Mais vraiment, merci. Enfin, c'était hyper important de dire ça parce que on s'en rend pas compte et parfois on s'entête dans des choses. Et attention, je dis pas que genre il faut tout plaquer du jour au lendemain, qu'il faut tout quitter. Non, c'est jamais facile hein, d'avoir des passions qui nous animent et d'en vivre. C'est jamais facile du tout. Hein, je dis pas ça. Mais c'est important de savoir écouter son corps. Écouter les limites de son corps aussi et de se dire ok maintenant qu'est-ce que je veux et là moi maintenant je sais que ok j'ai besoin d'argent donc je m'adapte, je trouve un autre travail mais par contre j'ai besoin aussi de ma sérénité, de ma santé mentale donc un 4/5e sera largement suffisant, continuer des projets qui ont du sens pour moi sera largement suffisant aussi, enfin c'est tout tout est lié en fait, comme prendre soin de sa santé de manière holistique, comme prendre soin, enfin tu vois genre
tout est lié et comme tu dis, je pense que ça fait partie des choix qu'on fait aussi dans la vie et voilà quoi, genre je me suis jamais sentie aussi en forme quoi, donc je trouve ça, en fait c'est hyper lié, genre nos deux métiers sont liés et je pense que si tu fais tout ça, t'es la meilleure version là de toi-même mais genre fois 1000 quoi, si tu fais si tu mets tous ces éléments en place, c'est trop cool quoi. Tout à fait. Après, je voudrais quand même dire, parce que ça peut sonner comme beaucoup de pression, de se dire genre, il faut avoir une vie hyper alignée, il faut bien manger. Non, c'est clair. Mais step by step. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des moments où c'est pas la priorité aussi, tu vois. Moi, je sais que là, je vais refaire un travail aussi alimentaire, surtout pour les compléments alimentaires et tout. Je sais que c'était pas du tout ma prio il y a quelques années. Déjà, j'avais pas l'argent parce qu'il faut pas se... Enfin, tu vois, il y a des trucs aussi, on va pas se mentir, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Là, je refais un suivi psychologique, ça coûte de l'argent. Aller voir des coachs, des naturopathes, ça coûte de l'argent. On le sait, tu vois, c'est comme ça. Tout à fait. Donc, il y a aussi des moments où c'est la priorité, mais quand il y a des... Enfin, tu vois, là, je suis dans une phase où ça y est, je sors un peu la tête de l'eau. Là, je me dis, ok, c'est le moment de se reprendre en main. Et puis, une fois que t'as aligné ça s'aligne aussi avec autre chose. Exactement, et voilà. c'est ça. C'est trop bien. C'est un effet boule de neige. C'est ça. Tu commences par un truc, tu l'ancres, et puis seulement tu peux passer à la suite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme. On fait pas tout d'un coup. C'est vraiment, cool. C'est vraiment semaine par semaine qu'on débloque à chaque fois quelque chose de différent pour pouvoir justement laisser le temps. Et bon, tu peux faire plus qu'une semaine, hein, si bien sûr. Juste pas moins. Pour pouvoir laisser le temps aussi de se dire, ok, j'ancre, d'accord. Je commence par la nutrition, par exemple. Et une fois que ça c'est bien ancré, ok, on passe à la suite. C'est ça. C'est trop important de se donner le temps aussi. Oui, on n'est pas dans une démarche non plus dev perso à fond où il faut tout le temps être au top. Si c'est ça qui devient ta source de stress, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Hein. Le but c'est quand même d'y aller step by step, quoi. Mais alors du coup j'ai des questions de fin. Donc c'est déjà la fin, mais j'ai quand même des questions sur ta transition professionnelle et où est-ce que t'en es arrivé maintenant, parce que je trouve ça aussi important et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en lumière dans cette saison 2, c'est aussi qu'est-ce que les expériences professionnelles nous ont appris sur nous. Et donc ma question c'est qu'est-ce que cette transition t'a appris sur toi-même? Moi ça m'a appris clairement que, et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi j'ai besoin de sens dans ce que je fais professionnellement. C'est vraiment, c'est ce qui me drive, c'est de me dire que je me lève tous les matins pour faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui aide véritablement profondément les gens finalement. Et en fait, j'ai tenté, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent à faire la part des choses et à se dire, et tant mieux pour eux, à se dire, bon bah moi je travaille pour avoir l'argent dont j'ai besoin pour financer la vie dont j'ai envie à côté. Et j'ai essayé moi aussi quand je travaillais et que je trouvais plus trop de sens, je me disais, ok, mais de toute façon je travaille pour avoir l'argent. Et en fait ça marchait pas pour moi. Je comprends. C'était pas possible. Je détestais profondément mes journées parce que je détestais profondément mon travail. C'est quand même 40 heures par semaine. Autant être heureux dans ce qu'on fait et trouver vraiment un sens hyper profond. Je suis hyper d'accord avec toi. C'était un peu mon cas aussi. J'ai essayé. Je me suis dit, et si je faisais, j'ai de l'argent et puis ça financera le reste. Mais en fait, non, une fois que t'es dans la boucle, moi, personnellement, j'arrivais pas non plus à mettre ça de côté, me dire, non, c'est bon, je vais juste au travail et puis l'argent que j'ai à la fin du mois, c'est trop cool, c'est pour mes projets. Mais non, à la fin de la semaine, j'étais crevée. Exact. J'avais plus envie pour mes projets. Il y avait plus de projets, il y avait plus rien, genre stop. Totalement. Et t'as des gens qui vont trouver un sens, tu vois, genre moi par exemple à la réception, j'avais trouvé un sens pendant un moment à ce travail. Au début c'était juste pour financer aussi ce projet-là que j'avais à côté, mais j'avais quand même trouvé un petit sens à ce travail, c'était me dire par exemple tous les jours je rends des personnes heureuses parce que j'ai un sourire le matin quand elles arrivent au travail, tu vois. Et donc des fois tu vois c'est un sens qui est pas toujours perceptible et donc c'est important aussi de trouver son sens à soi. Exactement. Mais toi t'avais vraiment besoin d'un truc où allez hop, j'ai un impact sur les gens et tout. Totalement. Ouais, je comprends. Totalement. Est-ce que ça a changé quelque chose sur ton regard sur la vie, sur le travail de manière générale, d'avoir vécu tout ça? Ça va être très anticapitaliste ce que je vais dire. Mais ce podcast est toujours un peu anticapitaliste, t'inquiète. Je suis pas trop activiste et tout ça, mais en fait par rapport au travail j'ai vraiment une vision des choses. Mais en fait oui, pour moi beaucoup de jobs, et heureusement pas tous, mais beaucoup de jobs ont juste été créés pour finalement faire tourner l'industrie, on va dire, pour garder les gens occupés. Et ils nous aliènent finalement, et je me dis c'est incroyable de se dire que notre source de stress, notre source de charge mentale, de pression vient de quelque chose qui n'est même pas nécessaire finalement. Donc j'ai une vision du travail maintenant qui est
Je sais pas quel mot je peux mettre là-dessus. Ouais. Parce que justement, c'est peut-être quelle était ta vision justement quand t'es arrivée dans le monde du travail, tu vois. En fait, justement, ma vision, c'est ce qu'on m'avait appris finalement. Ouais, c'est la génération de nos parents et j'imagine qu'on a tous à peu près eu les mêmes discours. En fait, pour moi, le travail, c'était l'objectif à atteindre. C'est pour ça que je faisais des études, c'est pour ça qu'on faisait des stages, etc. Ouais. Et une fois que c'était atteint, j'étais extrêmement déçue en fait. Je me disais, c'est tout. C'est juste ça. J'ai fait tout ça pour ça. C'est nul, quoi. Ça me donnait pas du tout envie de continuer. Ouais. Et en fait, pour moi, le travail était un objectif. Et maintenant, je vois plus du tout ça comme ça. Je vois le travail comme un moyen, finalement. Le travail, c'est un moyen d'aider les gens. C'est le moyen de t'épanouir aussi toi-même, de te faire vivre. C'est clair. Mais c'est plus... Contrairement à ce que je pensais que c'était vraiment le goal ultime, en fait pour moi c'est pas du tout ça, quoi. C'est plus ça, quoi. Ouais, et d'ailleurs ça sera intéressant, j'en ferai un podcast avec un regard masculin, parce que j'en ai parlé un peu avec mon copain et avec d'autres gens, d'autres mecs en fait qui travaillent aussi, comme tout le monde. Et en fait le regard est complètement différent pour certains mecs par rapport à nous, certaines femmes, où on est plus en mode on cherche le sens et tout. Et t'as certains mecs qui sont encore conditionnés dans des trucs où le travail c'est un statut, donc c'est un objectif de vie, etc. Pas tous, hein, évidemment. Donc voilà, ça fait écho à ce que je voulais aussi partager. Je partagerai ça dans un prochain épisode avec un regard masculin sur le truc. Ça va être intéressant. Mais ça c'est hyper intéressant parce que je suis aussi persuadée que on essaye de fonctionner de la même manière, les hommes et les femmes, mais on est littéralement différents en fait. C'est ça. On a eu des injonctions dans tous les cas qui sont différentes malgré ce que la société essaie de faire évoluer. Malgré ça, oui, on a quand même eu des injonctions différentes, quoi. Tout à fait. Et en fait, peut-être que ce que les hommes, après je sais pas, je suis pas un homme, je suis pas. Oui, mais peut-être que ce que les hommes finalement trouvent gratifiant dans le travail l'est peut-être moins pour nous parce qu'on est fondamentalement différentes finalement, et que le système du travail actuel a été basé sur les hommes, puisqu'avant il y avait qu'eux qui travaillaient finalement. C'est ça. Et en fait, une fois que les femmes ont commencé à travailler, elles ont un peu pris le train en marche et elles se sont basées sur le système des hommes, alors qu'en fait, on est différentes. Ouais. Et peut-être que ça nous convient pas, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Oui, non, mais clairement. Ou à la plupart d'entre nous. Oui, c'est clair, non, mais complètement. Quel conseil tu aimerais donner finalement à quelqu'un qui est justement dans une période de fatigue chronique liée à un burn-out, par exemple? Ça peut être intéressant, ça, comme déjà, j'ai vraiment envie de dire que c'est pas normal, qu'il faut s'en rendre compte, que c'est pas comme ça qu'on est censé vivre notre vie, que c'est à eux de décider finalement s'ils veulent en sortir, à eux de se responsabiliser, même si c'est pas de leur faute, ça c'est clair, mais finalement c'est les acteurs principaux de leur vie, et s'ils décident de vivre leur vie entière fatigués, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est vraiment pas normal en fait. Pas du tout. Faut pas normaliser ça, quoi. C'est ouf. Mais qu'est-ce que j'entends pas dans le métro simplement ou quoi, dans la rue, oh je suis fatiguée. Mais ouais. Attendez. C'est clair. Et puis je leur dirais que des solutions existent. Oui, c'est ça. Qu'il faut travailler sur la globalité de leur corps et que je suis là pour les aider. Trop bien. Merci beaucoup, Laura. Ça m'a fait trop plaisir d'être là. Franchement, j'ai trop kiffé cet épisode. Et évidemment, son programme va sortir. N'hésitez pas à... Alors, je vais mettre tes coordonnées dans la description du podcast. Ouais. Donc, où est-ce qu'ils peuvent suivre tes nouvelles pour justement l'arrivée du programme, etc. Sur Instagram. Sur Instagram. Ouais. Ok. Je vais mettre ton Instagram. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin. Donc, ici, ce sera plus la naturopathie. Ici, ce sera plus le coaching professionnel pour trouver sa voie. Comme on a dit tout à l'heure, les deux sont complètement liés. N'hésitez pas à regarder la description, il y aura toutes les infos. Moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique et à très bientôt. Bye.